Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Les événements se bousculent au cours des derniers jours et depuis 2 semaines, c'est la guerre en Ukraine qui occupe tout l'espace médiatique avec raison, mettant de côté peut-être des choses qui nous paraissaient si importantes auparavant, comme notamment la pandémie de la COVID-19. Ce matin, j'ai réussi à rejoindre à Montréal un collègue médecin, le docteur Artem Lyovi, qui est né à Montréal, mais qui est d'origine ukrainienne. Gagné? Oui, salut Artem, ça va bien? Oui, ça va. Bon, je te rejoins à Montréal, j'imagine? Ou... Oui. Ok, c'est gentil de prendre le temps de me parler ce matin. Là. Ça a été pas mal, j'imagine, tumultueux au cours des derniers jours pour toi. Ouais, non, c'était pas facile, c'est sûr. Toi, tu es médecin québécois, de ce que je comprends, parce que je voyais même que tu es en pratique depuis quelques années, c'est ça? Oui, je suis né à Montréal. Mon père est né en Belgique, ma mère à Sudbury. OK. J'ai étudié à McGill et commencé à Villeray après la résidence. Ouais, c'est ça que je voyais sur le site du collège. Là, on peut pas se cacher beaucoup au Québec. Dis-moi, je présume que tes parents sont d'origine ukrainienne ou seulement ton père? Oui. Ou... Non, les deux. Okay. J'ai 4 grands-parents qui étaient nés en Ukraine. OK. Tu as encore de la famille là-bas, j'imagine? Pardon? Tu as encore de la famille là-bas? Oui, bien sûr. Tout le monde qui habitait dans la capitale s'est fui parce que c'est pas sécuritaire à Kiev. Okay. Alors, ils se sont installés dans l'ouest du pays. J'ai même de la famille née au Canada qui habitait depuis, 15 ans en Ukraine, aussi déplacés par ça, mais qui restent en Ukraine. Est-ce que les gens de ta famille en Ukraine comptaient quitter pour la Pologne ou voulaient rester en Ukraine? Alors, pour le moment, ils veulent rester. C'est sûr que si on est Canadien, on a la capacité de sortir. Mm-hmm. Si on est un homme âgé entre 18 et 60 ans, on ne peut pas sortir. Okay. Donc, même si on aimerait, c'est pas un choix. C'est possible. Puis dis-moi, le déclenchement de la guerre ou de l'invasion russe, là, il y a presque 2 semaines, ça a été reçu... comment dans la communauté ukrainienne à Montréal? Est-ce que c'était quelque chose d'attendu, de prévisible? Oui et non. Alors, c'est sûr que les dates spécifiques, l'escalation aussi rapide, la violence sur les images de violence, les appels avec la famille, avec la panique, tout ça n'était pas attendu, mais la communauté ukrainienne connaît son histoire. On Mm-hmm. connaît le fait que on était l'objet de l'impérialisme russe, pas depuis 5 ans ou 10 ans, mais depuis 350 ans. Notre langue était bannie dans notre pays plusieurs fois. Mm-hmm. Dans les années 32-33, les Russes ont tué environ 50% de la population ukrainienne qu'ils contrôlaient dans la famine génocide. Exact. Donc, une des problèmes, c'est que je pense pas que ce pays a accepté son propre histoire et la culpabilité dans des actes féroces, violents, génocidaires dans le passé, dans plusieurs endroits, et donc a quand même maintenu la capacité pour une violence extrême. OK. Puis, as-tu l'impression que l'Occident a fait assez dans le moment ou... Pardon? As-tu l'impression que l'Occident, l'OTAN, l'Union européenne en fait suffisamment pour vous supporter ou notamment il y avait des demandes là, d'instaurer là, un no-fly zone au-dessus du territoire ukrainien, ce qui a été refusé là, en raison des risques d'escalade. Donc, Ouais, je suis pas en politique, donc je comprends pas tout ça parce que okay. ce que je veux dire, c'est que
si l'Occident a voulu protéger l'Ukraine, pourquoi s'il n'y avait pas de grandes négociations pour rentrer dans l'OTAN plus tôt? Okay. On voit que la Russie dit, mais on veut pas que l'OTAN soit sur nos frontières. Et donc, on doit pousser nos frontières vers l'OTAN. C'est complètement contradictoire. Donc, s'ils voulaient un buffer, ça existait dans la situation actuelle où l'Ukraine était exclue de l'OTAN. Mm-hmm. Maintenant, ils disent non, impossible, on doit vraiment pousser nos frontières vers l'OTAN. Si c'était le cas, mais pourquoi pas simplement dire, mais on peut pas faire ça, on inclut l'Ukraine dans l'OTAN, et là, il n'y a pas de zone grise où on permet une invasion d'un pays. Okay. Donc, je pense que je comprends pas nécessairement les décisions qui étaient faites au niveau de l'OTAN anyway, dans la situation actuelle, je crois qu'absolument l'Ukraine a besoin de plus de support. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un transfert d'avions? Est-ce que c'est des systèmes de protection? Tout ça, c'est pas dans mon c'est pas ça que je fais. Mm-hmm. Je traite des patients, je vois j'ai vu un premier réfugié aujourd'hui, un réfugié non officiel, quelqu'un, il me dit qu'il n'a pas d'assurance parce qu'il est venu comme touriste pour voir sa famille, mais c'est clair que je pense qu'il va essayer de rester le plus long possible. Okay. Donc, la vague de gens qui arrivent au Québec a débuté. OK. D'ailleurs, la communauté ukrainienne au Canada est très nombreuse. Hein? Là, je faisais des recherches. Il y a peut-être 1,5 million de personnes d'origine ukrainienne au Canada. C'est presque 3 à 4 % de la population canadienne. Puis ça vient des années 30, surtout. Justement, tu parlais là, du génocide ou... Il y avait plusieurs vagues d'immigration. Donc, après que le système de... comment est-ce qu'on dit ça en français? Les serfs, pas esclaves, mais c'est comme un esclave. OK, des travailleurs étrangers, si on veut? Ou... Non. Okay. Dans les années comme 1800 jusqu'à 1800 environ 60, il y avait un système où des fermiers étaient essentiellement la propriété de quelqu'un dans l'empire de la Russie. OK. Et les serfs, les serfs, ouais. Okay, et quand ce système s'est défait une génération plus tard, les gens ont ramassé assez d'argent pour quitter pour l'Occident. Et alors, dans les années 1890, il y avait une grande vague d'immigration. Ensuite, il y avait les 2 guerres mondiales et donc 2 autres vagues. Il y avait la défaite de l'Union soviétique et une autre vague d'immigration. Ensuite, des gens qui ont commencé de quitter parce qu'ils étaient bien éduqués, intégrés dans le système occidental et donc cherchaient des emplois un peu partout dans l'Occident. Et une autre vague d'immigration. Donc, tout ça s'est produit à fur et à mesure pendant plus que 100 ans. OK. Toi qui es né à Montréal, est-ce que la politique ukrainienne, c'est quelque chose que tu suis ou suivais là, activement? Je sais que tu es impliqué, tu as même été président, je pense, du chapitre montréalais là, de la Fédération nationale ukrainienne. Est-ce que tu es impliqué? Oui, alors, la Fédération ukrainienne, dans des temps normaux, on a un théâtre au Myland, on fait des projets culturels, on a commencé un café de jazz, on a un théâtre chez nous, donc c'est vraiment des activités culturelles, mais actuellement c'est un point de rassemblement important. OK. Puis est-ce que vous, parce que vous, je pense, vous faites des levées de fonds ou de matériel même? Ou? Alors, on est en train d'organiser ça. C'est sûr que la Fédération ukrainienne a donné un don direct à la Fondation Canada-Ukraine. Okay. Et en plus, on encourage des dons directs à des charités. Donc, on a contribué pour avoir des annonces pour la Croix-Rouge sur le métro de Montréal.
on a eu un concert gratuit où on discutait différentes places où on peut donner des dons directs. Mais on est, ouais, c'est ça. Donc, on est un point de discussion et de facilitation entre d'organismes qui sont vraiment plus directs en termes de dons et tout ça. OK. Il y a combien d'Ukrainiens habitent à Montréal? Est-ce que tu sais? Ou? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas vu les dernières statistiques, mais j'imagine que c'est environ 50 000, peut-être entre 50 et 100 000. OK. Puis, toi, comme médecin, là, j'imagine, dans le moment, ça doit pas être évident ou intéressant de travailler, là? Ou... C'est difficile, c'est sûr. Alors, moi, ce que je fais nécessite une empathie vers les gens et c'est qu'on se sent épuisé, fatigué, en peine. C'est difficile. Et donc, j'ai pris 2 jours de congé. Mais c'est important d'être là pour mes patients, pour la pandémie et la situation est améliorée, mais je travaillais dans la section COVID depuis 2 ans. Okay. Donc, c'est quand même important d'être présent. Et maintenant, avec la vague de réfugiés, il n'y a pas beaucoup de médecins de famille québécois qui parlent ukrainien. Donc, on est un petit groupe qui va essayer de supporter le mieux qu'on peut. Est-ce que tu connais des collègues ou des amis qui sont partis là-bas pour aider ou pour se battre? J'ai lu qu'il y a un Québécois qui est allé, donc on essaie de le contacter avec des ressources, mais je suis pas en contact avec lui directement. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait t'attirer ou tu penses que tu es plus utile à Montréal dans le moment là, à aider tes compatriotes? Je pense que pour le moment, on va avoir un grand besoin à Montréal. Faire de la médecine à travers les traducteurs, ça se fait, mais c'est sûr que si on a déjà maîtrisé une langue et on peut donner un support à la communauté de réfugiés directement, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un besoin là. OK. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Dis-moi, toi qui es médecin, là, qui a des connaissances assez vastes, là, j'essaie de me faire une idée sur ce qui peut se passer dans la tête de Vladimir Poutine. Est-ce que tu penses que c'est un sociopathe ou... Tu penses qu'il est fou, qu'il perd la raison, ou c'est simplement une stratégie élaborée de longue date dans sa tête? Ou... Je peux pas faire un commentaire sur quelqu'un que j'ai pas évalué, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui pourraient contribuer. Donc, si jamais il y avait une grande période d'isolement pendant la COVID, probablement ça pourrait changer nos perspectives. Mm-hmm. Mais apparemment, c'est quelque chose qui était planifié depuis des années. Donc, il y a probablement un élément d'impérialisme, anti-ukrainianisme qui est à la base de ça, parce que de accepter qu'on va détruire des villes, que une nation n'existe pas, mais c'est une violence vers cette nation-là. Exactement. Puis, es-tu surpris de la résistance de tes compatriotes? Les gens pensaient que ça durerait quelques jours, puis là, on est à 2 semaines, puis je pense que Poutine n'en voit pas la fin, là. La résistance continue pour environ 350 ans. Alors, si on regarde dans des périodes de l'histoire ukrainienne, on a déclaré l'indépendance plusieurs fois dans le 20e siècle. Donc, il y a quand même une longue histoire d'une défense de la culture, de la langue,
et une fois pour une indépendance. Donc, je pense pas qu'on peut briser cet esprit-là. OK. Donc, toi, tu n'es pas surpris là, de voir les Ukrainiens là, résister de la sorte. Là, donc, Je pense qu'ils ont résisté le mieux qu'ils peuvent tous ces années-là. Actuellement, disons, on a en Ukraine, il y a eu plus de ressources récemment et donc ça permet une résistance plus comme moderne. OK. Puis, comment tu vois la suite du conflit là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Tu penses que ça va s'instaurer comme une sorte de... Pas une guerre civile, évidemment, parce que c'est une invasion étrangère, mais ça pourrait perdurer là, pendant des mois, donc? Ou... J'ai aucune idée. Okay. Je suis pas un militaire, je connais pas, j'ai pas de destinée pour ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que c'est quelque chose qui est un problème vraiment international parce que si c'est possible que la Russie passe à travers l'Ukraine, je pense pas que Poutine va arrêter. Il y a d'autres pays qui sont pas membres de l'OTAN qui pourraient être impliqués dans ça. Il y a des rapports, par exemple, qu'il y a des raquettes qui sont... Anyway, mais tout ça pour dire que je pense que sans une coalition internationale qui peut restreindre et changer la position du gouvernement russe actuel, ça va être problématique. Puis je me demandais ton opinion du président Zelensky, ça. Donc, c'est un outsider qui était comédien jusqu'à il y a quelques années. Es-tu surpris de son mandat ou es-tu satisfait? Ou... Je pense que lui est quand même devenu très impressionnant. Alors, surtout dans les premiers jours de la guerre, son messaging qui est très direct, très clair, en plein centre-ville de la capitale, ça donne espoir que lui vraiment est impliqué, qu'il a choisi des gens qui l'entourent qui sont pas peur de la situation, qui réfléchissent et qui réagissent pour essayer de améliorer la situation. OK. As-tu parlé à des collègues médecins en Ukraine ou qui sont sur le terrain dans le moment? Oui, il y a quelques années, j'ai été impliqué à un projet traumatologique où on faisait des recherches à Donetsk pour le Eurocup, les jeux de football européens. Mm-hmm. Et on a installé un programme pour regarder les types de traumas. Par exemple, si pendant un jeu de sport, il aurait, je sais pas, un accident de voiture, quelque chose comme ça, pour traquer ça. Mais dans les années qui suivaient, quand Donetsk était attaqué, il y avait des rapports de bombes, d'explosions, de choses. Et après, on a perdu le contact avec les chirurgiens à Donetsk. À un moment donné, on a repris contact avec certains d'eux qui ont allé à Odessa, dans la capitale. Et donc, on essayait de faire des échanges médicaux entre Montréal et l'Ukraine. OK. Puis c'était plus tranquille parce que ça, c'était pendant tes études, finalement. Pardon? Ces échanges-là étaient surtout pendant tes études médicales, ou plus tard? Oui, mais depuis que la guerre a commencé, on essaie de les supporter. Donc, je sais que le département traumatologique de l'Hôpital général de Montréal est en train de faire des traductions de vidéos traumatologiques pour essayer. Ouais. Donc, ils ont reçu une demande de l'Association internationale de traumatologie et des soins intensifs pour certaines vidéos. Donc, on est en train de essayer de faciliter ça. Est-ce que tu connais bien le système médical ukrainien ou
Pas exactement. Donc, non. Qu'est-ce que je peux dire? D'un point de vue de financement, de la capacité, non. Alors, j'ai été visiter certains hôpitaux, certaines qui étaient vraiment modernisées, certaines qui étaient vraiment du stockage soviétique, qui nécessitait une bonne rénovation. OK. Puis est-ce que tu sais pas si ce système-là est en mesure là, d'absorber dans une ville comme Kiev, est-ce qu'il y a les ressources pour absorber des grands nombres de blessés ou ça peut devenir débordé assez rapidement là, de ce que tu en sais? Ouais, je peux imaginer qu'ils peuvent être débordés. La question, c'est normalement s'il y a un événement traumatologique avec beaucoup de blessés tout à la fois, il y a un transfert ordonné à différents hôpitaux dans les régions. Donc, ça se fait normalement, mais pendant une guerre, les transferts peuvent être très compliqués ou simplement impossibles. Il y a aussi la question de ressources, les ressources humaines, le matériel et tout ça. Donc, même si normalement il y a une capacité, ça peut être complètement défait. Il y a aussi l'historique que l'armée russe attaque des hôpitaux. On a vu ça en Syrie, ça se fait présentement en Ukraine. Et donc, même l'hôpital peut être une place dangereuse parce que ça peut être attaqué. OK. Donc, c'est loin d'être terminé. Est-ce que tu sais ou connais le pourcentage de population ukrainienne qui est pro-russe? Est-ce qu'ils sont tous concentrés dans l'Est ou il peut y en avoir dans les grandes villes là, qui sont un peu des collaborateurs? Ou... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette question-là. Okay. En Ukraine, environ je crois que c'est quasiment 100% de la population qui parle russe. Encore, c'est un pays qui était colonisé. Donc, c'est dans tous les médias, il y a la langue russe. Si on regarde la chaîne nationale, on peut avoir un annonceur qui pose une question en ukrainien ou en russe et la personne qui répond peut répondre en ukrainien ou russe. Et c'est comme ça 24 heures sur 24. Donc, l'idée, c'est pas plutôt une question linguistique. Alors, bien sûr, avec les années depuis l'Union soviétique, il y a une ukrainisation qui se passe. Il y a un retour vers l'utilisation public de l'ukrainien qui était vraiment dénoncé dans les temps soviétiques. Mais ce qui est plus important pour les gens, je crois, c'est la liberté. C'est le fait que si on n'aime pas les politiques, on peut les changer. C'est le fait que, oui, il y a des problèmes de corruption, de loi, mais c'est pas insurmontable. C'est quelque chose que si on peut contacter les médias, s'il y a un juge qui est corrompu, on peut les faire enlever. C'est pas un système qui est... c'est quand même un système qui est occidental, qui s'améliore, qui est démocratique et qui permet des changements. Donc, les gens, en général, veulent supporter un tel système parce que ça leur permet de exercer leurs droits et vraiment vivre une vie qui est intéressante et qui est... ouais. Okay. Ce que j'avais lu ou entendu, c'est que la jeunesse ukrainienne est beaucoup plus nationaliste parce qu'elle n'a pas connu l'ère soviétique. Donc, eux sont vraiment plus, peut-être, je dirais, anti-russes. Est-ce que c'est une notion que tu avais? Ou... Je pense que les gens actuellement sont anti-violence, anti... encore, il y a des soldats qui sont russophones, peut-être d'ethnie russe, qui défendent l'Ukraine. Donc, cette idée que c'est une guerre anti-russe, je comprends pas exactement. Il y a des soldats qui ont croisé la frontière et qui attaquent des villages, des villes, des églises. Mais là, n'importe l'origine, la religion de la personne de l'autre côté, ils se défendent. Moi, je comprends. Avant que la guerre commence, disons au début février, quand les rumeurs ont vraiment se sont intensifiées, est-ce que tu pensais qu'on en viendrait là ou tu avais espoir que ça s'estompe?
pas quelque chose que je peux prédire. Alors, je peux prédire si on change pas notre style de vie, notre diète, et on a le diabète, ça va s'empirer. Mais la situation ici, elle est compliquée et je connais pas les facteurs qui influencent les décisions des gens qui ont une possibilité de arrêter cette gaz-là. Mm-hmm. Tes parents, est-ce qu'ils sont encore à Montréal? Oui. Okay. Puis eux, comment vivent-ils ça par rapport à toi? Comment tu peux le vivre? Est-ce que... Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Alors, je pense que c'est difficile d'être en contact avec la famille, essayant de mobiliser les ressources communautaires et de essayer d'aider. Et je pense que c'est difficile de continuer d'aller travailler et faire notre travail envers des patients, malgré le fait qu'on aimerait savoir minute à minute, heure par heure, qu'est-ce qui se passe dans un pays où on a voyagé beaucoup, on a eu beaucoup de contacts, on a des amis. Mm-hmm. Donc, Artem, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Merci. Okay. Alors, merci énormément, puis bonne chance à tout le monde dans ton cours. Merci. Bye. Au revoir. Alors, sur ceci complète cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Je vous invite à visiter le site web qui est www.baladosanté.ca www.baladosanté.ca. Vous pourrez sur le site avoir des informations sur les épisodes antérieurs. Vous pouvez vous inscrire au site web, trouver les liens vers les différentes plateformes de balado. Je vous invite également à m'envoyer vos commentaires, à me suggérer des invités. Et je fais également un appel aux partenaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.